Bonjour Emilia Teff. Votre nouveau film Plus que jamais est montré au Festival de Cannes dans la section Un certain regard. C'est l'histoire d'Hélène, une jeune femme atteinte d'une maladie très grave, une maladie pulmonaire, qui va préférer s'en aller en Norvège, au bord d'un fjord, finir son existence seule, malgré l'amour que lui porte son compagnon, Mathieu. Donc c'est un choix, c'est une décision très forte et c'est le point de départ de ce film. Comment est né ce film, justement? Quelles ont été les différentes étapes de sa gestation, de son écriture, de sa production? J'ai l'impression que c'est un projet que vous portez en vous depuis longtemps et que c'était très important pour vous de raconter cette histoire. En effet, c'est un thème, c'est un sujet, la fin de vie, ou comment nous, en tant qu'humains, on quitte ce monde qui m'intrigue depuis même mon enfance. La seule chose qu'on sait en tant qu'humain, la seule chose, on ne sait pas si on va être heureux, si on va être en bonne santé, si on va être riche, pauvre, si on va rencontrer l'amour ou le travail qui nous épanouit, c'est qu'on va mourir. Mais on n'en parle jamais. On fait tout pour essayer de l'évincer par des façons diverses. Et surtout, même à la fin de notre vie, qu'on ait 15 ans ou 30 ou 90, on n'en parle pas. Et surtout, ceux qui sont autour de nous, c'est comme un tabou, n'en parlent pas non plus. Et j'ai toujours été intéressée d'en parler. J'ai été fascinée, enfin c'est une histoire assez triviale, mais quand j'étais petite, on vivait aux États-Unis et on avait un chien abandonné. Il était très très proche de ma mère, un berger belge. Et quand il la quittait jamais. Et le jour où il est devenu très très âgé, un jour il est parti. C'était très bizarre parce qu'il ne la quittait jamais. Et une amie, Veto, nous a dit que les bergers belges étaient de la famille des loups et que les loups, quand ils sentent qu'ils sont malades, faibles, mourants, ils quittent le pacte et trouvent leur petit endroit très très paisible, un endroit où ils sont tranquilles et en sécurité pour partir, à cause du danger qu'ils mettent au pacte et aussi de pouvoir mourir avec la dignité. C'était comme si j'arrivais à ressentir cela. Cet apaisement de ne pas avoir le deuil dans les yeux et cette tristesse terrible. Et en fait, de déjà se préparer à ce voyage qui peut-être est excitant, peut-être pas, on n'en sait rien. Mais, et en fin de compte, dans ma vie, j'ai rencontré aussi des personnes très proches, dont ma mère, qui ont une longue maladie. Et elle aussi se nourrissait des écritures du bouddhisme, etc. Et ça m'a aussi pas mal influencée. Donc ça, c'est plusieurs choses qui m'ont intéressée. Et c'est comme ça où est venue cette idée de cette jeune femme, donc, avec cette maladie idiopathique, donc on ne sait pas d'où ça vient et comment la soigner, qui est dans un couple très uni. Tout semble aller au mieux, sauf cette maladie, et qui, sans s'en rendre compte, par des visions assez fortes de nature qui viennent la chercher, ce couple commence à vivre dans des mondes parallèles. Lui essaye de la garder en vie, et elle essaye d'apprendre à vivre avec cette fin de vie et de trouver sa façon de quitter ce monde. Et malgré cet amour incroyable qu'ils ont, ils n'arrivent pas à s'écouter, ils n'arrivent pas à se comprendre, enfin surtout lui, jusqu'à ce qu'elle s'émancipe. Et que lui, il lui permet de s'émanciper. Ouais. Oui, c'est vrai que je trouve que c'est un film qui aborde d'une manière très, très moderne, en tout cas très nouvelle, un genre qui est le mélodrame. C'est un film qui assume totalement sa dimension mélodramatique, mais qui le fait de manière originale, parce que, bon, d'une part, c'est un film qui adopte le point de vue de cette jeune femme et qui pose, comme vous le disiez, les questions de la liberté, du couple et de l'idée que une certaine forme d'indépendance, de choix, n'est pas forcément l'ennemi du couple ou de l'union indissociable entre deux êtres qui s'aiment. Mais disons que c'est un film où l'héroïne passe par plusieurs étapes pour pouvoir arriver finalement à savoir ce qu'elle veut vraiment et comment elle veut mourir et avec qui. C'était aussi ça à l'origine du film, parce qu'il y a aussi dans le film quelque chose d'assez particulier, c'est qu'il y a un personnage, donc le fameux Mister,
qui aurait pu devenir beaucoup plus central, beaucoup plus important, et qui finalement, dans le film qu'on voit aujourd'hui, sert d'intermédiaire entre l'homme et la femme du couple. Oui, donc c'est un projet que j'ai en moi depuis plus de 10 ans. Il m'a fallu beaucoup de temps pour déjà le monter aussi, mais aussi d'être assez mature pour le faire. Il y a eu beaucoup de changements dans l'écriture, beaucoup. Et au départ, ce personnage de Bent, enfin Mystère, c'est son nom de blogueur, était beaucoup plus important. Et c'était presque un peu un triangle. Et je me suis rendu compte, avec le temps, mais surtout aussi, je dois dire, avec mes acteurs, Vicky Krieps et Gaspard Ulliel, ils étaient déjà depuis 2018 sur le projet. Je me suis rendu compte que la vraie histoire, c'était l'histoire d'amour. Parce qu'il n'y a pas une preuve d'amour plus grande que d'aimer en se séparant, en laissant l'autre aller. Aimer par s'effacer, mais en fin de compte, ça renforce le vivant qui reste, parce qu'il peut se regarder dans le miroir en disant « j'ai fait ce qu'il voulait ». Et ça, c'est énorme. Et c'est d'ailleurs, à la fin du film, c'est vraiment les derniers instants, les dernières 15 minutes peut-être du film, où ce personnage masculin, Mathieu, comprend qu'il faut la laisser, que c'est la première fois qu'il se voit yeux à yeux, et c'est un amour incroyable. Mais ce troisième être, Mystère, c'est pour moi un passeur. C'est quelqu'un, par son blog, subconsciemment, qui a une façon de voir la mort très romantique, très un naturel total. La mort fait partie de nous, comme on en parlait tout à l'heure. Et donc, il n'y a pas à essayer de la cacher, à la tabouiser. La seule chose dont il a un problème, c'est les vivants, qui ne demandent même pas aux malades, aux mourants leur avis, et voilà, qui nous étouffent avec leur soi-disant amour. Comment et pourquoi avez-vous pensé et choisi Vicky Krieps et Gaspard Ulliel pour ces rôles? Vicky, c'est ma voisine. On vit vraiment à 3 minutes l'un de l'autre à Berlin. Et donc on se connaît depuis pas mal de temps. Nos 2 filles sont presque meilleures amies, se voient tout le temps. Et donc on s'était toujours échangé notre travail. Je connais tous ses films, elle connaît tous mes films. Et on savait qu'un jour, on travaillerait ensemble. Elle a d'ailleurs fait un cameo dans 3 jours à Quiberon, mon dernier film. Et puis, comme c'est un film de plus de 10 ans, j'avais d'autres actrices en tête. Mais c'est arrivé à Vicky. Je lui ai tout simplement raconté l'histoire en 1 heure. Je lui ai raconté tout le scénario. Elle a tout de suite compris, été touchée. Elle a dit « j'ai rien besoin d'autre, j'ai même pas besoin de dire, je le fais ». Et en fin de compte, après il nous a fallu encore 3 ans, à cause du corona et financement, etc., de le monter. Mais, et c'était difficile pour moi, elle n'a jamais voulu le relire, je la forçais. Parce que quand je fais un film, mes acteurs sont tellement importants, et surtout aussi mes actrices, et bien sûr j'ai envie de partager avec eux chaque petite virgule qui a changé. Et pour certaines actrices, et surtout quand je l'ai compris après, quand c'est un rôle quand même assez difficile, physique, on n'a pas envie de parler de chaque virgule avec sa réalisatrice, qui est sa voisine en plus. J'ai seulement compris beaucoup plus tard que dans ce pitch d'1 heure que j'avais fait, elle avait tellement intériorisé et compris Hélène, qu'en fait, je devais vraiment, et c'est pas de la coquetterie, mais en fin de compte, je devais seulement la voir genre 2 jours avant le tournage. Et elle était Hélène. Et ça, c'était incroyable. Elle était prête. Elle était vraiment prête. Et c'est elle qui m'a amené Gaspard, en fait. Ils se connaissaient déjà depuis quelques années. Et elle a commencé à faire pas mal de casting en France. Depuis 2018, depuis Phantom Thread, elle a rencontré beaucoup de jeunes hommes, acteurs de sa génération. Et elle me disait, pour Mathieu, vois Gaspard. Elle ne s'était pas trompée. Elle ne s'est pas trompée. Ouais. C'est un film où la nature, le paysage occupe une place très importante, parce que le film démarre dans une ambiance très parisienne, d'appartements, de dîners parisiens. Et puis très vite, voilà, on prend le large avec Hélène et on arrive dans un paysage splendide des fjords norvégiens avec une dimension assez spectaculaire. C'est un film sur la recherche de l'harmonie, sur la recherche de l'équilibre, de l'apaisement. Et l'environnement naturel joue un rôle très important dans cette
cette recherche, cette quête vers laquelle tend Hélène. J'imagine que pour vous, les repérages, en tout cas la décision de tourner à cet endroit, dans certaines conditions, était très importante pour arriver à ce que vous vouliez. Très, très, très importante. La nature, pour moi, c'était vraiment le 4e personnage. Et la Norvège, je l'ai découvert la première fois en 95, où j'ai fait un voyage avec un Norvégien sur une moto du nord, vraiment Trondheim, jusqu'au sud, en 2 semaines et demie, en moto. En fin de compte, on ne s'est pas du tout entendu, c'était assez odieux. Mais ce qui était merveilleux, que sur la moto, je ne voyais pas sa tête, je ne devais pas lui parler, mais on est tellement proche de la nature. La Norvège, c'est un pays qui est tellement long qu'on la replie, ça fait toute l'Europe jusqu'à Séville. Hein. C'est incroyable. Et ils ont tout. Les forêts, ils ont beaucoup d'eau, bien sûr, les fjords, les déserts, ils ont des prairies, ils ont des montagnes, mais c'est très extrême, c'est très rough, abrupt. C'est pas pittoresque, c'est pas les champs de la Provence. Et c'est très, très fort. Et surtout, c'était aussi en été, il n'y a pas de nuit. Quand on le dit comme ça, je l'ai vu avec mon équipe française, on était une toute petite qui avait le droit d'y aller à cause du Covid et puis des règles draconiennes là-bas. C'était affreux, hein, pour pouvoir y arriver, une peur qu'ils n'ouvrent pas les frontières. Mais on pouvait venir à 7. Cette équipe et les acteurs, c'est comme si on prenait de la drogue, plus ou moins. Pendant un mois, on ne comprend pas qu'il y a cette lumière. Cette lumière est addictive. C'est incroyable. Donc, pourquoi cette nature ? J'espère et je sens, comme je disais, que ce passage à l'autre monde ou bien le fait de quitter en tout cas la terre et notre corps, bien sûr c'est un espoir que ça soit paisible, que ça soit aussi une expérience aussi belle que certaines expériences de vie, mais c'est quand même quelque chose d'aussi existentiel qu'une naissance, et ça c'est difficile, c'est rude. C'est dur, il faut passer, c'est comme l'enfant qui doit passer par l'utérus. Pour l'enfant, c'est des sentiments de mort, et pour la mère aussi. Et pour la mort, c'est peut-être pas toujours si facile. Et c'est pour ça que j'avais besoin aussi d'une nature rude, rêche, et une nature qui est si imposante et si immense qu'elle nous rend humbles, parce qu'on n'est rien pour elle. On peut mourir, on peut avoir nos problèmes de couple, elle s'en fout, mais royalement. On meurt comme une feuille, et puis elle s'en fout. Et elle est là, et en fait, on n'est pas si important que ça. Je trouve que ça nous rend, cette idée, ça rend tout cet événement beaucoup plus facile. Et vous parliez d'une lumière très particulière. Comment est-ce que vous avez travaillé avec Yves Cap, qui est le directeur de la photo français très, très talentueux, qui a travaillé notamment avec Bruno Dumont, beaucoup d'autres grands cinéastes. Comment s'est passée cette collaboration ? C'est la première fois que vous travaillez ensemble ? C'est la première fois, et je dois dire que je le suis déjà depuis très longtemps, parce que L'Humanité, c'est un de mes films préférés. De Bruno Dumont, j'adore aussi White Material de Claire Denis. J'adorais comme il a filmé l'Afrique, enfin la nature, je sentais vraiment l'aridité de ces champs de café. Donc, c'était un grand désir de moi de travailler avec lui. C'est quelqu'un de très taiseux, très différent de moi. Moi, j'ai besoin de m'exprimer beaucoup, de parler pour chercher la visualité du film. J'ai besoin de beaucoup parler, et lui, il a besoin de pas du tout parler. Donc, c'était pas toujours facile, surtout quand on partait en Norvège. On est parti 2 fois. Les longueurs sont tellement loin pour trouver la maison parfaite pour Mystère, avec cette cabane de bateau où elle va être avec un fjord qui ne s'arrête pas. Donc, c'était pas toujours évident, parce qu'il fallait vraiment que chacun, qui a une façon très différente de travailler, trouve une façon ensemble de travailler. Et en fin de compte, on l'a trouvé chez lui en Belgique pendant 1 semaine. On a fait que travailler chaque scène et à regarder beaucoup de films et à manger et à boire. Et là, on l'a trouvé. On a trouvé le sens que la partie française, c'est à Bordeaux, très étouffante. C'est une ville lumineuse, mais elle ferme ses rideaux. Elle sort presque jamais, sauf parce qu'elle est forcée d'aller voir des amis ou le médecin.
une lumière assez sombre, mais très naturelle. Et un son aussi étouffant. Et une fois qu'elle arrive en Norvège, ça s'agrandit, mais énorme. Hein. Et puis pareil, ça commence avec une lumière blanche. Et pareil, pour moi, c'était pour moi la naissance. Et même si physiquement, elle respire de moins en moins bien, elle respire pour la première fois de sa vie comme le premier souffle. Et à partir de là, on lui donne beaucoup plus de place. Elle est même très, très petite dans cette grande nature. Le cliché de... On voit la lumière au fond du tunnel et on se dit « Ah, c'est bon, ça a arrivé. » La lumière, c'est exactement le contraire. La graisse, elle n'arrive pas à dormir. C'est trop calme. Jusqu'à ce qu'elle, grâce à Mystère aussi, qui lui laisse beaucoup de place, elle se trouve. Vous disiez au début que c'était un film sur la fin de vie, mais c'est aussi, comme vous venez de le dire, un film sur la renaissance, sur un passage. Et je me demandais si le film était plus ou autant l'histoire d'un départ, mais aussi d'une persistance, de quelque chose qui va rester. Donc ce qui va rester, c'est les souvenirs, c'est aussi l'amour qui existe entre Hélène et Mathieu. Donc est-ce qu'il n'y a pas non plus, même quand le corps meurt, est-ce qu'il n'y a pas une dimension spirituelle dans le film, que quelque chose va rester, va demeurer plus que jamais? C'est peut-être ça aussi la signification du titre du film. Mais complètement. C'est ça, c'est que plus que jamais, en fin de compte, quand on aime, et puis que ça soit un partenaire ou un ami ou quelqu'un de la famille, plus que jamais, il faut absolument qu'on écoute et que chacun ait la possibilité de choisir la façon dont il veut partir. On est seul sur le monde et on meurt seul, même si on décide avec son compagnon de se couper les veines en même temps. On meurt foncièrement seul. Et en fin de compte, s'il y a un désir que j'aurais des spectateurs, bon, j'espère les toucher, mais j'espère que le film leur donne envie ou les oblige même à discuter, à parler. Parce qu'en fin de compte, moi, c'était la même chose, hein, je suis pareil. En fin de compte, on s'en rend pas compte, mais on demande jamais aux mourants ce qu'ils veulent. Parce qu'on a l'impression de le savoir. C'est une arrogance et en plus un égoïsme, parce qu'on dit, bah oui, on aime tant, on veut être là pour lui, mais on demande jamais, attends, mais est-ce que cette personne veut qu'on soit là? Est-ce que cette mère, avec ses 5 enfants, veut que les 5 soient là en disant « Maman, ne pars pas » Parce qu'on a peur de la réponse. Un malade qui dit « Je ne veux pas prendre ses médicaments » ou justement « J'aimerais prendre ses médicaments » ou « Je ne veux pas être à l'hôpital » ou « Je veux… » C'est toujours les vivants qui l'entourent qui décident de ce qui est mieux pour lui. Et moi, je trouverais ça formidable s'il y a une discussion qui se passe. Est-ce que toi, tu pourrais me faire ça entre un couple? Tu ne pourrais pas me faire ça quand même. Et en disant « Mais si tu le veux, je le fais, etc. » Qu'on puisse en parler, parce qu'on n'en parle jamais. Oui, c'est tabou. Oui. C'est complètement tabou et c'est complètement ridicule que ça soit tabou parce que ça va tous nous arriver. Je veux dire, je trouve aussi, j'avais fait, et Arte était comme toujours présent, le dernier film qui était à Cannes, c'était L'étranger en moi. Et là, c'était un thème complètement tabou sur la dépression postnatale, sur le fait qu'une mère n'ait pas de l'amour inné pour son enfant, complètement tabou. Mais là, au moins, on peut se dire, bon, ça touche peut-être 3 sur 10, mais là, ça touche tout le monde. Donc, je ne vois pas le sens. Émilie Attev, j'ai une dernière question. Je voulais savoir quel était le souvenir, les souvenirs les plus étonnants, les plus exceptionnels que vous gardez de ce tournage avec Gaspard Ulliel, qui est magnifique dans le film et dont c'est malheureusement la dernière apparition à l'écran. Gaspard, il m'a vraiment étonnée par son sérieux dans le travail. Moi, souvent, je répète aussi en amont, chez moi, et j'ai un tapis iranien, et on est par terre, et on travaille le scénario, et on parle. Et puis, j'avais ces 2 acteurs, Vicky et Gaspard, mais tellement différents. Elle qui arrive, comme j'ai dit, en n'ayant rien lu, comme ça, et lui qui arrive avec des notes et des réflexions pertinentes. Enfin, c'est un bonheur. J'ai changé des choses, j'ai changé tellement de choses sur Mathieu. Grâce à lui, c'est lui d'ailleurs qui a trouvé aussi le nom. Je lui ai dit, donne-lui naissance. Donc vraiment sérieux. Et ce qui était merveilleux pendant le tournage, donc elle était
à Bordeaux d'abord, après au Luxembourg, après toute cette peur de ne pas pouvoir aller en Norvège. Et petit à petit, c'était d'ailleurs le ministère de la Marine qui a décidé qui de mon équipe avait le droit de venir. Incroyable. On est arrivé là-bas, on savait qu'on avait 7 à 8 jours de quarantaine. On était tous, et dont Gaspard, oh non, 7 jours de quarantaine. Et on est arrivé dans cet endroit où on a tourné. Notre hôtel, c'était un petit hôtel magnifique au bord du fjord. Et on nous apportait à manger devant la chambre. On n'avait pas le droit de se voir. La seule chose qu'on avait le droit de faire, c'est d'être dehors. Il n'y avait pas de nuit. On a passé notre temps, ensemble bien sûr dehors, à marcher dans les montagnes, à faire du kayak, à sauter dans l'eau, enfin seulement certains, parce qu'elle était tellement froide, à manger loin. Et il était tellement drôle, tellement léger. Je l'avais jamais, ça faisait 3 ans que je le connaissais, mais je l'avais jamais vu comme ça. On avait un bonheur avec cette équipe, c'était vraiment une famille. Et ça me rend très très heureuse, parce que je sais qu'il était très heureux là-bas. Et il est resté, même s'il avait que quelques jours de tournage, parce que comme il arrive à la fin, il est resté du début jusqu'à la fin. C'était très très beau. Donc ça, pour moi, c'est... je peux le laisser en paix avec ça. Je pense que c'est quelque chose que tous les spectateurs vont ressentir aussi, cet état de grâce, de bonheur et d'élégance, et puis tout ce qui dégage dans le film qui est très très beau. Merci beaucoup Émilie Atef et bravo pour ce très beau film, Plus que jamais, qui sera donc découvert à Cannes et qui sortira un peu plus tard dans les salles françaises. Merci Émilie. Merci.